nous avons d'une année à l'autre, 2023-2024, à peu près une stabilité de notre budget. Le budget a baissé grosso modo de 0,60%. On peut dire que le budget est étal. Donc le budget est à peu près à un montant de 47 milliards de francs CFA. Cette année, on va dire 46 milliards 900 et quelques millions, mais grosso modo 47 milliards. Cela permet de poursuivre évidemment le PAG tourisme, culture et art que nous avons mis en œuvre depuis 2016 avec la composante tourisme, la composante art et culture et la composante pilotage, c'est-à-dire tout ce qui est un peu plus administratif. J'ai la chance d'avoir un secteur qui peut facilement faire consensus, puisqu'il s'agit, nous parlons de nous-mêmes, nous parlons de notre culture, de notre patrimoine, de nos traditions, de nos us. Donc il n'y a pas de sujet de division. Donc c'est plutôt des sujets de curiosité, d'approfondissement. Ils ont voulu comprendre ce qu'on appelle le Vaudou Days, par exemple, qui est un nouveau projet, une nouvelle façon de valoriser la fête du 10 janvier que nous avons traditionnellement l'habitude de fêter dans notre pays. Ils ont posé des questions, évidemment, par rapport aux différentes constructions en cours, notamment à Niki, mais également tout ce qui est relatif à nos héros nationaux, notamment Bioguera. Ils ont posé des questions sur les musées, sur le musée international du Vaudou. Ils ont posé des questions qui montrent que c'est des sujets d'intérêt pour chacun des députés, quel que soit le bord politique, quelle que soit la sensibilité. Et une fois encore, cela atteste le fait que la culture, eh bien, c'est quelque chose qui unit les enfants d'un pays, les enfants d'une même communauté. Ça ne divise pas, c'est d'autres choses qui pourraient diviser. Donc nous étions dans un échange, c'est vrai, interactif, mais surtout très constructif de la part des honorables députés. Pour 2024, nous avons des projections qui fixent le budget du ministère du Développement, de la coordination de l'action gouvernementale à peu près à 11 milliards, 10 milliards 8, partagés presque équitablement entre le budget ordinaire et le projet d'investissement public, le PIP. Déjà, tout ce qui concerne la planification, tout ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques, tout ce qui concerne la mise en œuvre des ODD, qui est, comme vous le savez, supervisé par le ministère du Développement, et enfin tout ce qui concerne la coordination de l'action gouvernementale, qui est un gros volet des activités de ce ministère désormais. En termes de statistiques, c'est un budget qui connaît une augmentation, j'allais dire, substantielle, près de 20% d'accroissement entre 2023 et 2024. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est que ce budget s'accroît surtout à cause de son volet investissement. Même si c'est vrai, le ministère du Développement n'a pas vocation véritablement à exécuter des investissements publics. Mais il y a un projet en particulier qui est développé et exécuté au niveau de ce ministère et qui concerne donc la capacitation d'un certain nombre de communes. Il y a une vingtaine de communes qui vont voir s'exécuter sur leur territoire un projet important. Et c'est ce projet-là qui est le projet majeur. Maintenant, il y a une autre activité qui est soutenue par ce projet d'investissement. C'est tout ce qui concerne l'élaboration de la vision 2060 de notre pays. Un intérêt majeur. Élaborer une vision de manière générale, c'est le premier pas dans l'exercice de planification. C'est projeter la prospective pour notre pays. En général, c'est développer la vision de notre pays sur une durée d'au moins 25 ans. C'est ce qui a été fait avec Alafia que vous connaissez et qui va s'achever en 2025. Alafia s'achevant en 2025, il nous revient de nous projeter dans l'avenir, de nous projeter sur le futur, de dire comment nous voulons que ce pays soit. Et le gouvernement a décidé en juillet dernier de fixer un horizon qui est celui de
2060, 2060. Et si vous connaissez l'histoire de notre pays, vous savez qu'en 2060, le Bénin aura 100 ans. Donc la responsabilité que nous avons, c'est de dire avec la plupart de nos compatriotes, de définir avec la plupart de nos compatriotes dans toutes les composantes, quelle va être cette vision-là. Comment voulons-nous que notre pays soit quand il aura 100 ans d'indépendance? Ce projet de budget de l'année 2024 sera une continuité du budget de l'année 2023. Depuis l'avènement des attaques terroristes dans le nord du pays, il y a un seul projet que nous menons à bien, c'est le projet de renforcement des capacités des forces opérationnelles pour pouvoir contrer la menace djihadiste. Le premier volet, vous savez, il n'y a rien sans l'homme, donc c'est le renforcement en capacité, en ressources humaines. Beaucoup de recrutement, une bonne formation, une formation complémentaire, ça c'est le premier point. En plus de ce recrutement, il y a également la nécessité d'augmenter les capacités opérationnelles, c'est-à-dire les moyens de défense, aussi bien pour le secteur terre, secteur air, secteur mer, et surtout pour la garde nationale, qui ont pour mission la défense du territoire national et la lutte contre le djihadisme. On ne peut pas faire tout cela sans faire des infrastructures. Donc il y a un nouveau maillage du territoire national qui consiste dans l'installation des bases opérationnelles avancées, des points avancés fortifiés et également des grandes bases. Et face aux dangers, aux menaces djihadistes, les députés ont estimé que l'augmentation de 7,5%, c'est-à-dire environ 6 milliards, leur paraît insuffisant. Et s'il est possible qu'ils amendent à la hausse, ce serait une bonne chose, ce qui nous a apporté du réconfort. Déjà, si on peut voter le budget et ne pas en diminution, c'est déjà un bon réconfort pour l'armée. Ils ont recommandé également qu'une attention particulière soit portée à la troupe, ce qui est déjà une réalité, mais qui va s'affirmer au fil du temps. J'ai beaucoup apprécié cette rencontre, cette participation du Bénin à cette rencontre parce que vous savez, on est dans un monde de relations et qu'il faut collaborer avec les autres, surtout ceux qui sont au haut niveau, pour pouvoir échanger sur le plan financier, sur le plan éducatif, sur beaucoup de plans. Donc nous avons beaucoup apprécié la présence de notre pays à ce sommet. On doit chanter Alléluia, gloire à Dieu. Parce que depuis 1960 que le Bénin a connu son indépendance, nulle part Bénin n'est sorti. Alors, au temps de notre président Talon, vous aussi vous constatez avec moi, vous constatez tel sommet. Il y a plusieurs pays participés quand même. Mais c'est le Bénin qui est, qui est gratifié. Ou bien, oui, c'est à cause de son talent. Je félicite beaucoup le président de la République et son gouvernement. Et je félicite aussi le pays qui nous a invités. Parce que c'est un pays arabo-musulman pour le Bénin. Surtout en Afrique en général. Parce que ce n'est pas le Bénin seul. Selon les informations, il y a des pays qui ont été invités. Il y a eu sommet à l'Arabie Saoudite, Afrique. Et si l'Arabie Saoudite peut bien regarder le continent africain dans des bonnes conditions, moi je dis bravo aux Africains, bravo aux Saoudiens. La fois dernière, on était à l'Arabie Saoudite, ils ont accordé un prêt pour nous et on va construire des lycées, des quoi. Donc, je pense que c'est déjà bon. Si on négocie encore avec l'Arabie Saoudite, on peut faire aussi les voies. Si on négocie avec l'Arabie Saoudite, on peut faire beaucoup de choses. L'Arabie Saoudite, ils ont déjà ce qu'il faut manger. Donc ça revient à nous maintenant d'aller faire la négociation avec eux pour s'en sortir. Il aura la responsabilité de deux parties
des deux gouvernements. Donc nous invitons nos dirigeants à être plus éveillés et tout ce qu'ils vont attirer comme ressources là-bas, que ça soit bien utilisé et au profit de la population. Parce que si l'Arabie Saoudite les appelle, vous savez, c'est pour certainement soit des aides, que ce soit financière, et que pour des constructions et consorts. Donc que ces aides-là soient réellement utilisées dans les domaines vraiment décrits. L'Arabie Saoudite est une puissance économique, surtout voir leur pétrole, voir ce que l'Arabie Saoudite parle de lui aujourd'hui dans le monde. Parce qu'il y a de cela 20 ans, on ne peut pas parler de l'Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a voir le monde autrement. Et il a voulu intégrer le continent africain dans son programme. Moi, je dis bravo au prince héritier. L'Arabie Saoudite peut beaucoup faire pour le Bénin. Vous savez, on est un pays africain et nous avons beaucoup de besoins. Comme je l'ai dit tantôt, sur le plan de construction, on a des hôpitaux, on a des écoles, on a des équipements dans ces deux endroits-là. Donc l'Arabie Saoudite peut participer, que ça sera une coopération. Voilà, donc nous en avions besoin. Je veux voir mon pays, le Bénin d'aujourd'hui, et négocier avec les États-Unis, avec le monde entier. Puisque le Bénin, c'est un pays pauvre. Il faut reconnaître ça, c'est un pays pauvre. Donc il faut aller négocier avec ceux qui ont un peu de moyens pour pouvoir s'en sortir. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro en visite à Ouagadougou au Burkina Faso. Mardi, l'ex-patron de la rébellion ivoirienne a rencontré le chef de la junte burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, au palais de Kossiam. L'information est donnée via un communiqué par la présidence du Burkina Faso. Cette rencontre avec le capitaine Traoré intervient 8 jours après celle de Niamey avec le chef du régime militaire du Niger, le général Abdourahmane Tiani. À l'issue de son entretien avec son hôte du jour, Guillaume Soro a félicité le Burkina Faso et ses dirigeants pour le combat contre le terrorisme. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est rentré en Afrique début novembre après plus de 4 ans d'exil en Europe. Il est condamné à perpétuité dans son pays pour atteinte à la sûreté de l'État. Plaidoyer de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo pour la mise à disposition des fonds électoraux à la Commission électorale nationale indépendante. Le pays organise le 20 décembre prochain des élections législatives et présidentielles. Nous encourageons les autorités à débloquer rapidement les moyens financiers qui permettront à la CENI de terminer la préparation des scrutins du 20 décembre. Je voulais souligner qu'au cours du processus électoral, et tout particulièrement pendant cette période de campagne qui vient de commencer, nous appelons au respect des libertés d'expression et de réunion, ainsi qu'au rejet de la violence et des messages de haine. La chef de la mission de l'UE a par ailleurs annoncé le déploiement de 42 observateurs dans 17 des 26 provinces du pays et ils seront rejoints mi-décembre par 12 autres. Le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018 et de nombreux acteurs du processus avaient estimé les élections entachées d'irrégularités. C'est la fin de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Après 25 ans d'intervention pour le maintien de la paix dans le pays, la MONUSCO et l'État congolais ont convenu du retrait des casques bleus de la RDC. Mardi, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a estimé que la collaboration, je cite, a montré ses limites dans un contexte de guerre permanente, sans que la paix tant attendue ne soit rétablie dans l'est du Congo. Fin des citations.
Devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, le président congolais Félix Tshisekedi avait déjà réclamé le départ accéléré des 15 000 soldats de l'ONU. L'institution souhaite un retrait progressif, responsable et durable. Bien qu'aucun calendrier ferme n'ait été annoncé mardi, les observateurs estiment qu'il est peu probable que le retrait soit accéléré avant la fin du cycle électoral actuel. Au moins 31 personnes piétinées à mort dans une bousculade mardi à Brazzaville, au Congo. Répondant à un recrutement militaire, de nombreux jeunes ont forcé l'entrée du stade Michel Ornano de la capitale congolaise. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Une enquête administrative mixte police-forces armées congolaises a été ouverte. Elle devra déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Les réseaux sociaux font écho de l'horreur et les blessés pris en charge au CHU de Brazzaville. C'est juste la foule qui s'est empressée devant le portail. Et puis les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et puis les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. C'est ce qui a causé l'accident. Toute la foule qui était derrière moi sont venus tomber sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je me retrouvais dans l'ambulance. Dans les mêmes conditions, en 2011, 7 personnes avaient été tuées lors d'un festival de musique et 150 autres piétinées à mort en 1994 dans une église essayant d'éviter une tempête dans la capitale congolaise. Au pénitencier provincial de Maputo, capitale du Mozambique, des détenus ont été testés positifs à la tuberculose. Placés en quarantaine, ils sont pris en charge afin de combattre cette maladie causée par une bactérie qui affecte le plus souvent les poumons. Kenneth Fortune est affaibli par la tuberculose. Cela fait 10 ans qu'il est derrière les barreaux pour une affaire de drogue. Pour nous, en tant qu'êtres humains, la maladie est une chose que l'on ne peut pas nier ni prendre en pitié parce que cela nous concerne. N'importe qui peut tomber malade. Une campagne de dépistage à l'aide d'appareils à rayons X portables, reliés à un programme inédit d'intelligence artificielle, va permettre d'examiner les détenus de 3 prisons de la capitale mozambicaine à l'initiative de Stop Tuberculose, une organisation soutenue par les Nations Unies. Généralement, les patients atteints de tuberculose sont traités durant la première phase. Et s'ils sont contagieux, ils sont envoyés en quarantaine au centre de traitement de la tuberculose pendant 2 mois. Et avant la fin de la première phase, ils subissent un test de bacilloscopie pour décider de leur passage à la deuxième phase. Le diagnostic précoce permet de freiner la propagation de la tuberculose. Si la plupart des malades toussent, certains n'ont aucun symptôme. C'est particulièrement vrai en prison où les cellules bondées constituent un terrain propice. Les autorités ont donné la priorité à notre santé. Quand une personne est prise en charge aujourd'hui alors qu'il fait nuit, le lendemain, elle est immédiatement emmenée à l'hôpital pour un examen approfondi et pour s'assurer qu'elle reçoit les bons médicaments et qu'elle suit un bon régime alimentaire. Le Mozambique, qui compte 32 millions d'habitants, a enregistré environ 120 000 cas de tuberculose. La tuberculose est la deuxième maladie la plus meurtrière au monde après le Covid et qui a infecté plus de 10 millions de personnes en 2022 et en a tué 1,3 million selon l'OMS. C'est avec l'espoir de recevoir près de 70 € que de nombreux Malgaches se précipitent devant le quartier général du parti au pouvoir, le TGV, depuis les débuts de la semaine à Madagascar. Pour la plupart,
Nous avons réagi aux informations selon lesquelles l'entrée en possession de la carte du parti de Ange Rajouel donnerait droit à une rétribution pécuniaire. Je voudrais dire au président qu'il a fait une promesse de subvenir à nos besoins en échange de notre soutien, car nous avons toujours été derrière lui. Donc nous demandons aujourd'hui la somme de 350 000 lariari pour subvenir aux besoins de notre famille. Je suis pauvre, mais je reçois des aides. Alors je voudrais remercier le président. Il nous a aussi fait des promesses avant les élections. Aujourd'hui, je suis ici pour obtenir ma carte de membre actif afin de recevoir l'argent qu'il m'a promis. Le parti présidentiel dément des promesses d'argent et regrette des rumeurs susceptibles de renforcer la frustration des Malgaches qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Cette carte prouve que vous êtes membre du parti politique TGV et lors de la distribution des dons, des personnes favorisées sont celles qui ont cette carte. Mais nous n'avons jamais promis que nous allions distribuer de l'argent. Ange Rajouel pourrait être élu dès le premier tour, mais les résultats complets restent attendus. Mardi, il obtenait plus de 60% des voix à l'issue de 50,83% des dépouillements effectués par la commission électorale. L'ONU s'est alarmée mardi d'un arrêt imminent de son aide alimentaire au Tchad face à l'afflux massif de réfugiés fuyant la guerre au Soudan et faute de fonds internationaux. Rukaya Yacoub fait partie d'un groupe de Soudanais qui ont fui la guerre pour trouver refuge au Tchad. Témoin du massacre des hommes de son village, elle est démunie et traumatisée. Ils nous ont attaqués durant 3 jours, c'était intense. Ils sont passés de porte en porte pour rassembler les hommes. Ils les ont fait sortir, puis les ont tués. Ils ont appelé le père de mes enfants dans la rue. Ils ont tiré sur lui et l'ont tué. Ils nous ont tout pris, je n'ai plus rien pour m'occuper de mes enfants. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de fuir au Tchad. Avant qu'une nouvelle guerre civile n'éclate au Soudan, mi-avril 2023, le Tchad abritait déjà, selon l'ONU, plus de 400 000 réfugiés ayant fui la guerre qui avait ravagé le Darfour de 2003 à 2020. Il en compte aujourd'hui près de 900 000. Les Tchadiens ont déjà partagé tout ce qu'ils pouvaient partager. Ils ne peuvent plus partager. Ils ont eux-mêmes besoin d'aide. Nous devons donc aider les 600 000 réfugiés qui sont arrivés, mais il faut aussi maintenant soutenir la population tchadienne d'accueil qui, elle aussi, souffre au même titre que les Soudanais qui viennent d'arriver. Lors de la seule première semaine de novembre, plus de 8000 Soudanais sont entrés au Tchad, selon l'ONU qui évoque au Darfour des violences à grande échelle et un possible nouveau génocide. Nouvelle escalade dans les tensions entre l'Afrique du Sud et Israël. Le Parlement sud-africain s'est prononcé en faveur de la fermeture de l'ambassade d'Israël et de la rupture des liens diplomatiques entre les deux pays. Il n'y a pas d'abstention. 91 ont voté contre et 298 pour. La motion telle qu'amendée est donc acceptée. Les députés conditionnent la reprise des relations diplomatiques à l'acceptation d'un cessez-le-feu à Gaza. Nous serons aux côtés de tous ceux qui défendent la paix et qui veulent une Palestine libre. La Palestine maintenant, une Palestine libre maintenant. Le cessez-le-feu doit être mis en place. L'ambassade d'Israël devrait rester fermée jusqu'à ce qu'ils comprennent tous leurs actes malveillants. Au début du mois, l'Afrique du Sud avait retiré d'Israël l'ensemble de son personnel diplomatique.